Bonjour et bienvenue chez vous dans Les Témoins d'Outre-mer, l'émission construite à partir de vos réactions à l'actualité postée sur eltom.fr. À Mayotte, les enquêteurs de l'INSEE travaillent sur le terrain depuis maintenant un mois. Leur mission, cartographier le bâti en prévision du recensement de la population qui se déroulera en septembre 2017. C'est une opération inédite dans sa forme mais ambitieuse, espérée par les uns, redoutée par les autres. Pourquoi? Eh bien, c'est vous qui allez nous le dire, Kamaldine Atoumani Soumaïla, cofondateur du collectif citoyen de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de votre disponibilité. Alors, on va parler d'abord des enjeux de ce nouveau recensement et puis ensuite on reviendra sur la méthodologie qui est nouvelle. Mais regardez d'abord cette contribution postée sur eltom.fr par un étudiant en droit. Bonjour, je m'appelle Douafir, depuis Mayotte, 101e département de la France. Aujourd'hui, notre île va connaître une nouvelle étape très importante en matière de recensement de la population. Chaque commune doit donc aller jusqu'au bout de la mission attribuée sans oublier personne, quelle que soit sa situation. Car ici, il s'agit de fournir des chiffres réels et non des chiffres qui concernent que des personnes en règle. N'oubliez pas que ces données sont primordiales en matière d'éducation, d'emploi et autres. Alors voilà une contribution qui sonne comme un appel à la mobilisation. Douafir termine par ces mots. Les données du recensement seront primordiales en matière d'éducation, de santé et autres. Vous confirmez? Oui, je confirme. Effectivement, le recensement va permettre, a pour but en tout cas, de permettre de savoir exactement quelle est la population de Mayotte. À partir de cette population-là, il va y avoir donc des dotations publiques. C'est-à-dire que les communes vont recevoir une enveloppe par rapport à la population dont elles ont à gérer. D'où l'importance de la participation des communes. D'où l'importance, effectivement, voilà, de cette participation des communes, parce qu'à partir de ça, donc, il va y avoir des répercussions, par exemple, sur la construction des équipements, tels que les hôpitaux, les écoles. Donc, effectivement, c'est un lien direct. D'accord. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le recensement, c'est pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire que les enquêteurs posent également des questions sur le logement, le niveau d'emploi, le niveau de formation, etc. etc. Pour l'instant, officiellement, Mayotte compte 212 600 habitants. Chiffre du dernier recensement de 2012. Chiffre contesté. Pourquoi? Chiffre contesté, parce qu'en fait, si vous voulez, ça, c'est le calcul qui a été fait par l'INSEE. Au niveau de l'INED, par exemple, donc l'Institut national des études démographiques, on est plutôt à 240 000. Donc là, déjà, il y a un différentiel qui est quand même important, presque 30 000. Presque 30 000, ça voilà. compte. Et ensuite, dans ce calcul-là, on ne tient pas compte des personnes en situation irrégulière. Aujourd'hui, qu'on comptabilise à plusieurs dizaines de milliers, on est peut-être même plus proche de la centaine de milliers de personnes. Et toutes ces personnes-là ne sont pas comptabilisées, alors que ces personnes-là bénéficient des équipements disponibles. Alors là, c'est ce qui change là dans ce recensement. Justement, tout le monde doit être recensé. Oui. Donc les natifs de Mayotte, les étrangers, et quelle que soit leur situation à l'égard de la loi, qu'ils soient régularisés ou clandestins. Je voudrais que vous écoutiez cette contribution, s'il vous plaît, et on va revenir sur le sujet juste après. Je suis comorien, je suis à Mayotte, ça fait déjà 3 ans. Et pour moi, le recensement, c'est un truc très important. Mais moi, je ne me suis jamais fait recenser pendant ces 3 ans. Pourquoi? Parce que moi, je me demande qu'est-ce qui va m'apporter vraiment ce recensement. Vu ma situation ici à Mayotte, car je suis en situation irrégulière, donc je me demande ce qui va m'apporter vraiment ce recensement. Donc c'est pour cela que je ne me suis jamais fait recenser. Voilà, alors là, c'est vrai que la situation, elle est un peu confuse. Le chiffre communément admis, c'est 40% d'étrangers à Mayotte, mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Concrètement. Aujourd'hui, on sait très bien que ce 40% est certainement très faible. L'exemple de monsieur n'est pas isolé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les gens en situation irrégulière ont peur de se faire recenser parce qu'ils pensent que c'est peut-être un moyen de les fliquer. Peut-être un moyen de savoir où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils habitent. Oui, pour pouvoir les expulser. Pour pouvoir les expulser, effectivement. Et alors, c'est pas l'objectif? C'est pas objectif. C'est pas objectif. L'objectif de ce calcul-là, c'est vraiment de savoir quelle est la population sur l'île. Pour ensuite mettre les dotations en équation
avec ce nombre pour ensuite construire les équipements nécessaires en rapport avec les besoins et non pas comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a sortir de la situation d'engorgement des hôpitaux ou des services publics qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne sait pas bien combien il y a de personnes sur l'île. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez dans les écoles à Mayotte, on fonctionne en rotation scolaire. C'est-à-dire qu'on a un demi-groupe le matin, un demi-groupe l'après-midi parce que les classes sont surchargées. Et que ce n'est pas tenable. Et du coup, ça a des conséquences également sur les résultats et dans les rangs au niveau des classements au niveau national. Donc pour espérer avoir une vie meilleure à Mayotte, vous dites à tout le monde accepter le recensement, même aux clandestins. Ah bah, bien sûr, il en va de l'intérêt de tous. Aujourd'hui, tous les services sont saturés. Pourquoi? Parce que le recensement qu'on a eu en 2012 ne correspond pas, est complètement sous-estimé, absolument, ne correspond pas du tout à la réalité. Alors on va parler maintenant de la méthodologie de ce recensement. La première étape, c'est une cartographie du bâti. Écoutez cette contribution de la personne qui connaît bien cette méthode, le directeur de l'INSEE à Mayotte. Le recensement de la population de Mayotte, on a fait une étape préalable qui consiste à recenser l'ensemble du bâti. Alors c'est une étape un peu spécifique sur le territoire de Mayotte en lien avec la nature du bâti et qui est nécessaire principalement parce que les logements à Mayotte n'ont pas d'adresse normalisée comme c'est en métropole. Alors c'est une méthode très spécifique qu'on partage beaucoup avec les acteurs locaux et en particulier les maires, conscients que le recensement de 2012 a été très critiqué localement, donc on a entamé une démarche de communication plus importante. Alors voyons si j'ai bien compris. Cartographier le bâti à Mayotte, ça signifie repérer et compter les logements en dur, mais aussi les cases en bois ou en tôle. Et l'idée, c'est de fixer les adresses pour pouvoir ensuite compter les gens. Mais l'autre idée, si j'ai bien compris, c'est aussi de fixer les cadastres pour pouvoir établir le montant des impôts locaux. Exactement. Alors est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les cadastres sont en friche? Complètement. Complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un cadastre qui est très très loin de la réalité. Ça devait être fait dans le processus de la départementalisation, ça n'a pas été fait. Et du coup, la conséquence, c'est que les dotations étant faibles, puisque la population recensée est sous-estimée, du coup les communes se rattrapent en augmentant donc les taxes locales, notamment la taxe foncière, pour essayer de compenser le manque à gagner. Le manque à gagner. Sauf que ce qui est confus, c'est qu'il y a des biens qui ne sont pas titrés, des gens sont propriétaires de maisons, mais pas forcément du terrain. Parlez-nous, parce que ce n'est pas un sujet qu'on connaît bien ici, de la zone des 50 pas géographiques. Alors, je vais quand même expliquer ce que c'est pour qu'on aille vite. C'est une bande de terre de 81,20 mètres qui est dessinée à partir de la ligne des plus hautes marées, qui appartient à l'État, sur laquelle des gens sont installés. Exactement. Et l'idée, c'est de régulariser ces situations, c'est-à-dire que les gens deviennent propriétaires de ces terrains. Voilà. Mais là, ça cafouille. Les gens étaient déjà propriétaires ancestralement. Mais avec le processus de la départementalisation, cette règle-là les mettait dans une situation de propriétaires précaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils doivent s'acquitter de ce qu'on appelle donc l'AOT, avoir une autorisation d'occupation temporaire, alors que c'est un bien qu'ils ont hérité de leurs parents et encore de leurs grands-parents, etc. D'accord. Donc voilà un peu toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on a une partie de la population dont le foncier, la propriété foncière est reconnue, et une autre partie de la population qui a sa propriété foncière qui n'est pas reconnue. Et le problème, c'est que depuis 2011, donc date de la départementalisation, sur, je crois, ces 500 dossiers dans cette zone des 50 pas géographiques, il n'y en a que combien? Il n'y en a que 60 qui ont été régularisés. Donc vous, du coup, vous dites, là on se calme et on fait un moratoire sur 30 ans, le temps de régler tous les dossiers. Oui, imaginez un instant, on vous demande de payer une taxe foncière alors qu'on ne vous reconnaît pas la propriété de votre foncier. Donc c'est quand même aberrant. D'accord. Mais c'est la réalité. Donc vous dites, il faut arrêter de mettre la charrue avant les bœufs. Exactement, il faut faire effectivement une pause, le temps de régulariser les choses. Et je pense qu'effectivement, un moratoire de 30 ans est nécessaire. Ça veut dire pendant 30 ans, pas d'impôts locaux pendant 30 ans. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un manque à gagner pour les communes aussi? Parce que les impôts locaux, ça permet aux communes de disposer d'un budget pour leurs infrastructures. Il y a bien évidemment ce manque à gagner des communes, mais pendant ce temps-là, l'État peut prendre ses responsabilités, puisqu'aujourd'hui, la situation de ces personnes en souffrance foncière, c'est quand même de la responsabilité de l'État. Donc l'État ne peut pas non plus se défausser de ses responsabilités et mettre tout ça sur le poids des communes.
D'accord, Chacun donc l'État doit prendre répare part. ses bourdes Absolument. et on avance pas à pas. Kamaldina Toumani Soumaïla, merci beaucoup. Merci. On suit l'évolution Merci, de Céline. ce Merci. recensement. Merci pour vos témoignages. Continuez de témoigner sur eltom.fr.